Mais vous avez aussi du stockage de données. Vous avez du stockage de données, par exemple, près de toutes les données fiscales de Bercy sont logées par Atos. Beaucoup de données du ministère de la Défense, des données de la sécurité sociale sont gérées par Atos. Donc, une fois encore, on a un vrai enjeu de contrôle stratégique derrière cette données. Mais surtout, ne pas perdre ce savoir-faire. Olivier Marlex, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. On voudrait évoquer avec vous le sujet de l'entreprise Atos, ou devrais-je dire le scandale Atos. Les Français ne comprennent pas vraiment ce qui se passe sur ce sujet-là, et pire, parfois ils ne connaissent même pas l'entreprise Atos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Atos et pourquoi c'est une entreprise stratégique pour la France? Atos fait beaucoup de choses. C'est un peu son problème d'ailleurs aujourd'hui. C'est une entreprise dont le nom effectivement n'est pas en France très ancien, très ancré dans l'histoire, pas aussi évocateur que pouvait l'être Alstom ou Alcatel aux yeux des Français. Mais Atos, c'est une entreprise qui est aujourd'hui héritière d'une technologie formidable qui était celle de Bull, entreprise pour le coup qui était infiniment plus liée à l'État et qui est héritière du plan calcul. C'est quoi Bull? C'est quoi le plan calcul? C'est le général de Gaulle qui a voulu, à la fin des années 60, que la France ait dans le domaine du nucléaire, de la dissuasion nucléaire, des capacités de calcul, d'hypercalcul intensif pour être capable de modéliser l'usage, le développement, toutes les phases du développement d'une arme nucléaire. Donc c'est évidemment totalement au cœur de notre stratégie de dissuasion nucléaire. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ces technologies, ces hypercalculateurs, alors quand on parle d'hypercalculateur, on parle de capacité de calcul absolument phénoménale, totalement hors de proportion, même de compréhension, si je puis dire, puisqu'on parle de millions, de milliards de calculs, voire même maintenant de milliards de calculs à la seconde. Et simplement, pourquoi aujourd'hui ça devient particulièrement important, en dehors de la maîtrise d'enjeux de souveraineté comme le nucléaire, c'est aussi parce que dans le monde de l'intelligence artificielle, on aura évidemment de plus en plus besoin de ces capacités de calcul, de ces supercalculateurs. Et en Europe, la seule entreprise qui a ce savoir-faire, qui sait fabriquer des supercalculateurs, c'est Atos, qui a hérité de ce savoir-faire de Bull. Voilà. Donc c'est vraiment une entreprise qui est au cœur de tous les enjeux stratégiques de souveraineté. Alors Atos a été dirigé par Thierry Breton, commissaire européen, qui a été assez ambitieux, qui a été, de mon point de vue, plutôt visionnaire dans le développement. Il a voulu faire d'Atos un géant des services numériques aux entreprises, c'est-à-dire vraiment être capable d'additionner, d'offrir tout type de services aux entreprises. Alors ça va d'activités un peu anciennes, ce qu'on appelait l'infogérance, c'est-à-dire c'est le traitement, c'est toutes ces boîtes qui faisaient traiter leur fiche de paye, par exemple, à l'extérieur. C'est du stockage de données, alors du stockage de données dans des data centers, ça peut être du stockage sur le cloud, et puis c'est aussi derrière ces capacités de calcul plus ou moins importantes dont ont besoin les entreprises. Et donc finalement ce projet de faire un géant mondial des services numériques avait beaucoup de sens, quoi. Et voilà. Sauf qu'après le départ de Thierry Breton pour la Commission européenne, Atos n'a pas vraiment su. Atos a fait une acquisition un peu malheureuse aux États-Unis qui lui a coûté un peu d'argent. Il y avait un contentieux caché. Et puis Atos n'a pas fait la réorganisation qu'elle aurait dû se faire et donc un peu procrastiné sur des évolutions qu'elle devait prendre. Et donc en fait, on a vu petit à petit s'effondrer le cours de bourse. On est passé d'une action à 70 € l'action à aujourd'hui 2 €, 2,20 €. Je crois qu'il y a peu de naufrages à ce point d'une entreprise. C'était vraiment pas une entreprise comme les autres. D'ailleurs, on peut en prendre comme illustration le fait qu'un ancien Premier ministre, Édouard Philippe, quand il quitte Matignon, décide de prendre comme responsabilité dans la vie privée de devenir administrateur comme personnalité qualifiée d'Atos. Donc
peut pas dire que ce soit totalement anodin quand il fait ce choix. Quand il rentre d'ailleurs au conseil d'administration, en quittant Matignon, le cours de l'action est à 70 euros. Quand il en part un peu piteusement, un peu moins de 2 ans plus tard, le cours de l'action n'est plus qu'à 13 euros. Ça rappelle la phrase de Coluche, les énarques, confiez-leur le Sahara, dans 2 ans, ils vous commandent du sable. Voilà, on ne peut pas dire que c'est le talent. On sait pourquoi il a quitté le conseil d'administration? Parce que je pense qu'il avait du mal à assumer le bilan désastreux d'Atos. Quand vous êtes administrateur, vous avez une responsabilité évidente dans les choix de l'entreprise. Voilà, aujourd'hui, ce qui se joue, c'est donc un projet de démembrement d'Atos, qui est sans doute assez regrettable, parce qu'une fois encore, accepter le démembrement, c'est considérer vraiment que Thierry Breton n'avait rien compris, qu'il s'est trompé en faisant ces acquisitions. Une fois encore, je ne le crois pas. Et puis, c'est selon évidemment les repreneurs qu'on choisit, c'est prendre le risque de perdre le contrôle souverain, notamment sur la pépite d'Atos qui a sa capacité de supercalculateur. Et donc on pourrait vendre en gros Atos à l'étranger et que ces supercalculateurs, enfin la technologie de ces supercalculateurs bascule à l'étranger alors même qu'elle sert dans la protection nucléaire française. Bien sûr. Alors, dans les dimensions stratégiques d'Atos, il y a évidemment ces supercalculateurs qui, une fois encore, sont indispensables à la dissuasion nucléaire. Mais vous avez aussi du stockage de données. Vous avez du stockage de données, par exemple, près de toutes les données fiscales de Bercy sont logées par Atos. Beaucoup de données du ministère de la Défense, des données de la sécurité sociale sont gérées par Atos. Donc, une fois encore, on a un vrai enjeu de contrôle stratégique derrière cette entreprise. Mais surtout, ne pas perdre ce savoir-faire. Une fois encore, Atos, ce n'est pas une création spontanée du marché, ces supercalculateurs. Ce n'est pas une création spontanée du marché. Et donc, en perdre le contrôle, ce serait évidemment désastreux pour le pays. Donc, vous avez aujourd'hui voilà, un petit jeu entre des repreneurs potentiels. À un moment, Airbus s'est dit intéressé, mais par une partie seulement des activités, notamment les supercalculateurs. Thales a été plus ou moins sur le coup. OnePoint de David Layana est aussi devenu un actionnaire aujourd'hui assez important, à 10%. Voilà, en tout cas, il y a un pilotage fait directement par l'Élysée, nous dit-on, depuis 1 an pour organiser cet avenir. Pour l'instant, on ne le voit pas bien. Et donc, il y a un enjeu qui est très inquiétant sur l'avenir de cette entreprise. C'est ma question, on en est où aujourd'hui? Donc, qu'est-ce qui est le plus probable? Vous avez posé une question là-dessus à Elisabeth Borne, alors Premier ministre. Alors, j'ai interrogé la Première ministre Elisabeth Borne il y a 6 mois. Sa réponse était d'ailleurs très, très inquiétante, puisqu'elle disait, en clair, c'est pas grave, l'actionnaire n'a pas d'importance. On a aujourd'hui développé des capacités, des règles de contrôle des investisseurs étrangers. On peut leur imposer des règles. C'est extrêmement inquiétant comme réponse, parce que ça veut dire qu'on actait le fait déjà de perdre le contrôle de cette entreprise. Et en réalité, ces règles qu'on impose, on ne sait pas toujours bien les vérifier. Voilà, moi, j'ai du mal à me résoudre que les données fiscales des Français soient demain entre les mains d'une entreprise étrangère. Et surtout, il y a une incohérence complète par rapport à tout le discours du président de la République sur, rappelez-vous, la Startup Nation. Il se trouve que le président de la République s'est fait remettre aujourd'hui même un rapport sur le rôle, les ambitions de la France dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et ce rapport, il dit quoi? Il dit qu'il y a un enjeu déterminant sur la maîtrise, la souveraineté qu'il faut conserver sur ces supercalculateurs, sur ces capacités de calcul dont on aura de plus en plus besoin dans un monde de l'IA. On est exactement en train de faire le contraire. Je vous rappelle qu'on a déjà vendu Alcatel. Alors Alcatel, c'était quoi? Alcatel, c'était notre équipementier en matière de télécom. C'est-à-dire c'est les réseaux et la capacité d'interconnecter des réseaux de télécommunications. Pour faire circuler l'information sur Internet, ce n'est pas totalement inutile. On a vendu ça au Finlandais Nokia. Perte de souveraineté extrêmement importante. Si aujourd'hui on perd aussi nos capacités de calcul, je ne vois pas bien ce qui restera à la Startup Nation. Et donc là, le plus probable, c'est que ce soit vendu. Vous, qu'est-ce que vous recommandez? Alors aujourd'hui,
Le plan A qui avait été envisagé, qui était celui de l'intervention de Daniel Kretinsky, je crois, est en train de se clore. Plutôt une bonne chose, puisque cette opération était un peu discutable pour les conditions financières dans lesquelles elle se faisait. Voilà, aujourd'hui, il y a des discussions, notamment avec Airbus. Il y a des discussions avec OnePoint. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à avoir un projet adossé à un industriel français, qui peut être Airbus, qui peut être Thales, qu'on essaie de garder quand même le plus possible l'intégrité de l'entreprise, sans trop la découper. Voilà, mais aujourd'hui, bon, c'est une entreprise privée, donc il y a un enjeu quand même qui est important en ce moment, c'est les conditions dans lesquelles se discute cette reprise. Depuis la loi Pacte, on a créé une procédure de conciliation nouvelle qui se fait dans le tribunal de commerce, mais de façon particulièrement confidentielle. C'est celle qui a été mise en œuvre dans le sauvetage de Casino. Et cette procédure de conciliation accélérée, elle a un petit défaut, c'est que c'est vraiment une boîte noire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas les décisions qui sont prises, et on ne sait pas exactement ce qui s'y passe. Et donc, c'est important pour les actionnaires privés aujourd'hui, notamment les petits porteurs d'Atos, qui ont déjà perdu énormément d'argent dans l'affaire. Mais c'est aussi évidemment un peu inquiétant une fois encore, sur le sort globalement de cette entreprise, de son actionnariat, alors qu'elle a une importance aussi stratégique sur ses activités traditionnelles et si on se projette dans le monde de l'intelligence artificielle. Et donc, une dernière question, est-ce que vous seriez partisan d'une nationalisation temporaire s'il y avait un risque de vente à l'étranger? Oui, moi j'ai proposé à un moment une nationalisation temporaire. Il ne faut pas avoir de pudeur sur ce sujet-là. Quand on est dans des entreprises aussi stratégiques dans lesquelles l'État, finalement, à un moment, a investi d'une manière ou d'une autre, hein. Une fois encore, ce savoir-faire des supercalculateurs, ce n'est pas une création totalement spontanée du marché comme ça, arrivée par hasard. Je pense que c'est le rôle de l'État de jouer un rôle souverain, de racheter au prix du marché. L'entreprise, aujourd'hui, elle vaut quelques centaines de millions d'euros. Alors, elle a quelques dettes. En réalité, il n'y a pas d'urgence absolue sur sa dette, hein. Les principales échéances n'arrivent que l'année prochaine. Pour ça, d'ailleurs, que je me méfie des procédures de conciliation accélérée qui, pour moi, n'ont pas lieu d'être. La présence, d'ailleurs, de l'État rassurerait immédiatement les créanciers. Donc, ça calmerait la spéculation. Oui, il y a un problème de marché aussi là-dedans. Parce que ça calmerait immédiatement les marchés financiers de voir l'État arriver. Voilà, il n'y a pas de pudeur à avoir. Le président Giscard d'Estaing, quand la sidérurgie a été en grande difficulté, a procédé à une nationalisation. Voilà, les Américains ont procédé avec General Motors au bord de la faillite à une nationalisation. Je pense que c'est le rôle de l'État de défendre son intérêt stratégique, le temps de remettre de l'ordre et après de laisser la main à des acteurs privés. Merci infiniment pour avoir répondu à nos questions. Merci.